Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter La guerre de Caliban, deuxième tome de la série The Expanse, écrite par James S.A. Corey. James Holden est toujours en possession de son vaisseau, le Rocinante, et grâce à lui, il peut monnayer ses services pour la lutte contre les pirates de la ceinture. Mais il lui arrive aussi de travailler pour l'Alliance des planètes extérieures, et celle-ci a besoin de lui pour comprendre ce qui se passe sur Ganymède. C'est sur ce satellite de Jupiter que pousse la plupart de la nourriture qui nourrit les planètes extérieures. Cette mission est motivée par d'étranges événements qui y ont lieu. Praxidike Menk est un agronome qui va demander l'aide de Holden, sa fille de 5 ans, ayant été enlevée. Bien que cela ne fasse pas partie de sa mission principale, James flaire que quelque chose d'important se trame. C'est à peu près au même moment que Roberta Draper, une Marines de Mars, assiste impuissante à la destruction de sa section d'élite qui surveillait des installations sur Ganymède. Une créature humanoïde à la puissance démesurée a eu raison de soldats martiens et terriens. Roberta est la seule survivante et elle aura fort à faire pour que la Terre et Mars, ne sachant pas qu'une créature est intervenue, ne se rejettent la faute pour déterminer qui a engagé les hostilités en premier. La seule personne prête à l'écouter est la sous-secrétaire des Nations Unies, Christiane Avasarala. Tout en tentant d'éviter une guerre entre les planètes intérieures, elle reçoit des informations préoccupantes à propos de Vénus. La protomolécule que l'équipe d'Holden avait essayé de combattre a fini par se déployer sur l'ensemble de la planète. Des pics d'activité sont relevés au même moment où se déroule l'attaque de la créature sur Ganymède. Il est peu probable que cela soit une coïncidence. Quelles autres embûches Holden et Avasarala auront-ils à surmonter avant que le système solaire ne s'embrase sous l'action conjuguée des guerres humaines et de l'activité de la protomolécule extraterrestre? Corée est un nom de plume choisi par les deux auteurs de la série, mais leur style fluide ne laisse jamais paraître de disparité dans leur écriture. Les personnages récurrents gagnent en épaisseur, bien que toujours un peu caricaturaux, mais c'est cela qui les rend assez efficaces. L'intrigue, par contre, est menée bien moins rapidement que dans le premier tome. Les événements s'y enchaînent bien moins vite, et il y a quelques longueurs. Cela n'est pas dû à une difficulté de lecture ou un style pesant, mais plutôt à une intrigue dont on ne sait pas ce qu'elle est, pendant les 2 tiers du livre. Le récit raconte-t-il la lutte du père qui cherche sa fille? Ou celle de Holden qui veut protéger l'humanité de la menace protomoléculaire? Ou les luttes de pouvoir d'Avasarala au plus haut niveau politique? Le premier tome avait un fil rouge assez facile à suivre. Un flic cherche une jeune femme disparue. Dans la guerre de Caliban, les 3 intrigues entremêlées semblent avoir la même importance. Par conséquent, il est difficile de s'accrocher à l'une d'elles, sachant que le récit alterne très régulièrement entre les 3 personnages principaux. J'ai failli arrêter la lecture de la série avec ce deuxième ouvrage, mais heureusement le dernier tiers du livre montre toutes les qualités que l'on avait découvertes dans le premier tome. Les intrigues se rejoignent et la menace extraterrestre, restée endormie pendant quasiment tout le livre, finit par devenir plus prégnante. Les dernières pages viennent poser des questions qui trouveront sûrement des réponses dans les ouvrages suivants. Un autre frein est que le personnage de Praxidike Meng est assez mal caractérisé, ou plutôt, il est unidimensionnel. Seule la recherche de sa fille l'intéresse, c'est son seul sujet de conversation, et les seules fois où il parle d'autre chose, c'est pour expliquer en tant qu'agronome pourquoi Ganymède est si importante. Bien que l'on puisse comprendre la détresse d'un parent qui sillonne l'espace pour retrouver sa progéniture, ce personnage n'est que cela, ou un agronome. Il sert trop visiblement à faire passer des informations au lecteur, brisant ainsi le 4e mur et la suspension d'incrédulité. A l'inverse, le personnage de Roberta, la Marines de Mars, est assez nuancé, et elle est loin d'être une montagne de muscles sur pattes, bien que cela soit sa description physique. Voici un extrait tiré du premier chapitre où Roberta, appelée Bobby, rencontre la créature. La chose explosa dans une boule de feu qui repoussa violemment Bobby sur la glace. Elle heurta une saillie de neige compacte avec assez de force pour que la couche de gel anti-choc dans sa combinaison se solidifie et la fige sur place. Elle gisait sur le dos et glissait vers l'inconscience. Au-dessus d'elle, le ciel nocturne s'illumina d'éclairs lumineux. Les vaisseaux en orbite, qui se prenaient mutuellement pour cible. Cessez le feu, pensa-t-elle avant de plonger dans les ténèbres. Il fuyait, cessez le feu. Sa radio était toujours hors service, les systèmes de sa tenue inopérants. Elle ne pouvait dire à personne que les Marines des Nations Unies ne les avaient pas attaqués, ni que quelque chose d'autre l'avait fait.